Bonjour Pierre et merci d'être avec nous aujourd'hui, d'avoir accepté mon invitation. Donc, toi, tu es député Bonjour Thomas. communiste des Bouches-du-Rhône. Moi, j'ai d'abord envie d'avoir ton sentiment sur le énième discours d'Emmanuel Macron qu'il a prononcé dimanche. Je crois que c'est le cinquième depuis le début de la crise sanitaire. Il y a beaucoup de gens qui ont été surpris par une espèce d'autosatisfaction, comme si on avait tout bien fait, que ça avait été parfait. Est-ce qu'il est déjà en campagne pour les élections de 2022, Emmanuel Macron? Emmanuel Macron, il est en campagne depuis 2017 déjà. L'élection présidentielle est son obsession. Elle est une obsession d'ailleurs dans nos institutions telles qu'elles sont construites. Et c'est bien le problème. Donc moi j'ai trouvé son discours, il était plein de vide d'une certaine façon. On a un président de la République qui effectivement a fait son exercice d'autosatisfaction, c'est bien le mot. Et puis ensuite, qui n'a pas dit grand-chose, y compris sur les grandes questions qui doivent nous occuper. C'est-à-dire que on attend quand même d'un président de la République qu'il prenne un peu de hauteur, qu'il aide le pays à tracer des perspectives, etc. Bon. Or, la réinvention d'Emmanuel Macron, en réalité, c'est une grande mystification qui se prépare. Les actes qui ont été posés pendant le confinement, pendant le déconfinement, ce qui s'imagine maintenant, visiblement quand même est très inspiré de ce qui se passait avant. Donc voilà, bon, il n'y a pas de surprise, hein, moi je ne suis pas étonné par ça. Mais voilà, on a un président de la République, oui, qui se pose la question finalement de la suite pour lui. Et ça se sent. Et je pense que c'est aussi ça qui fait problème et qui fait que ça passe pas, quoi. C'est-à-dire qu'il y a une forme de. On sent bien le sujet qu'il traite est peut-être pas celui qu'il nous vend, quoi. Voilà. C'est ça un peu le. En tout cas, c'est le sentiment que moi-même j'ai en l'écoutant, enfin, en essayant, en m'efforçant de l'écouter, pour tout dire. Tu as parlé de se réinventer. Il y a une annonce qui a un peu cristallisé tout ça, c'est qu'il a appelé les gens à travailler plus et y compris à produire plus. Et alors qu'il avait fait sienne plusieurs interventions en disant qu'il fallait sortir certains domaines des logiques marchandes et tout ça. Est-ce qu'on peut construire le jour d'après? Je connais déjà un peu ta réponse, mais est-ce qu'on peut construire le jour d'après avec les solutions d'hier? En fait, c'est ça aussi qui est problématique. En tout cas, pas avec les solutions libérales, parce que voilà, on voit bien que ça nous a conduit dans le mur. C'est ça qui nous a amené à l'état de dénuement dans lequel nous nous sommes trouvés pour affronter cette crise sanitaire. Bon, je veux dire, enfin, on va continuer d'en débattre, j'espère, mais pour moi, les choses sont établies, quoi. Donc la casse du service public, notamment du service public hospitalier, mais pas que. Voilà, tout ça est apparu quand même comme les inégalités, dont on a vu aussi les dégâts accrus pendant la crise, etc. Bon, voilà, donc il faut changer de cap radicalement. Donc le problème, c'est qu'on a effectivement des gens qui poussent pour recommencer comme avant, y compris en ne relevant pas les défis auxquels nous sommes confrontés. Et effectivement, il y a aussi des défis émergents face auxquels il y a besoin d'une accélération. Je pense naturellement aux défis écologiques. Il faut accélérer la transition dans tous les domaines. Et la crise ne peut pas être finalement un prétexte pour ne pas faire ce qui commençait tout petitement à s'envisager et avec de mauvaises recettes de la part du gouvernement. Mais il faut au contraire que ça nous incite à accélérer le mouvement. Voilà. Et peut-être qu'y compris dans cette accélération, il peut y avoir des réponses euh, qui soient aussi des réponses sociales, etc. Moi, je pense qu'il ne faut pas opposer les deux défis, le défi social, le défi environnemental. Et même au contraire, c'est en les mariant qu'on arrivera à les relever. Il y a un sujet sur lequel on s'est très investi, c'est la question de la culture. Donc ça a focalisé pendant quelques jours. En réalité, il y a eu la fameuse conférence gesticulée du président de la République. Après, c'est un peu revenu parce qu'il y a eu l'ouverture du Puy du Fou qui a totalement scandalisé le milieu, puisqu'on a vu qu'à côté, c'était pas tout à fait pareil. Toi, j'ai vu que tu avais proposé, que tu parlais d'un grand plan de relance culturelle. Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est, qu'est-ce qu'on peut mettre comme proposition pour faire que ce secteur-là, il subisse pas, déjà il subit, mais comment il va se relever, quoi? En fait, il y a eu cette fameuse conférence gesticulée qui était assez symptomatique de l'exercice du pouvoir par Emmanuel Macron, avec un ministre assis sur un strapontin à côté de lui prenant des notes. C'était une image assez surréaliste, quoi. Et encore, je ne voudrais pas insulter les surréalistes, on les insulte trop en employant ce mot-là. Donc, je le retire. Mais non, voilà, c'était hallucinant, quoi,
comme tableau. Et l'invitation à enfourcher le tigre n'a pas été quand même très très bien reçue par le monde de la culture, des arts et de la création, quoi, hein, parce que enfourcher le tigre, c'est un peu ce qu'ils font en permanence. Et puis alors, je ne parle même pas de l'image de Robinson qui va chercher du fromage et du jambon. Bon, il ne suffit pas, enfin, voilà, de se mettre en scène pour avoir réglé la question culturelle dans notre pays. Et le sentiment qu'on a depuis le début, c'est que la politique culturelle macronienne, c'est une sorte de vide là aussi, hein, et avec une forme de vulgarité éclairée. Je dis vulgarité parce que pour moi, la politique de l'argent, elle ramène à ça. C'est une forme de vulgarité. Et avec parfois un peu de flonflon et puis on se la raconte, quoi. Voilà, en prononçant des discours un peu lyriques, un peu pompeux, etc. Bon. Mais la culture, elle ne peut pas se satisfaire de ça. Il y a des enjeux qui étaient déjà présents avec un monde du spectacle vivant, mais pas que. Hein, l'ensemble du monde de la culture était fragilisé aussi par ce qui était à l'œuvre déjà auparavant, c'est-à-dire les logiques de marchandisation de la culture ou toutes ces logiques aussi d'uniformisation, hein, qui voit bien, dont on voit bien qu'elle structure aussi toute une économie avec les blockbusters au cinéma, les best-sellers en librairie, etc. Enfin, on voit bien tout ça, on mesure bien. Donc, la crise est venue par-dessus, dramatiquement interrompre un certain nombre de projets, en mettre quelques-uns en suspens, empêcher aussi les artistes de continuer à créer, à produire leur art, etc. Bon, enfin, c'est pour eux aussi une grande violence, et une grande violence infligée à toute la société, parce qu'on est en manque de ça, on a été en manque de ça. Alors bien sûr, des choses ont continué à circuler, parce que ça fait partie de notre nature, quoi, d'aspirer à ça. Et donc il y a des tas de gens qui ont trouvé des moyens pendant le confinement pour continuer à faire vivre une forme d'échange, de partage, d'expression, de culture. Donc ça, c'était extraordinaire. Mais on voit bien que ça ne suffit pas, quoi, que tout le champ n'est pas cultivé de cette façon-là. Et donc, même si des choses ont pu s'inventer, qui vont perdurer et qui vont donner, à se développer, c'est tant mieux. On a quand même un champ culturel sinistré. Donc oui, il faut un grand plan, pour répondre à ta question. Il faut un grand plan qui... D'abord, on a mis beaucoup d'argent sur la table pour l'industrie, par exemple. Je dis beaucoup d'argent sur la table, il faudra vérifier, mais il y a de l'argent qui a été mis sur la table pour l'industrie. On pourrait discuter aussi là, mais c'est un autre débat, des contreparties, la manière dont cet argent est mis sur la table. Moi, j'ai des choses à dire là-dessus. Mais voilà, je crois qu'il faut aussi mettre de l'argent sur la table pour la culture, parce que ça nous est vital. Voilà. Et il y a là aussi, pour que la culture continue d'exister dans le pays, on a besoin de celles et ceux qui en sont les œuvriers. Voilà. Et donc ce plan, il faut le construire avec les acteurs et les actrices du monde de la culture, du spectacle, de la création, de l'éducation populaire. Donc nous proposons à la fois d'acter l'idée d'un grand plan, mais aussi de le construire dans des états généraux de la culture assez rapidement maintenant. C'est à la mode, paraît-il. Hein. Il y en a un, il fait le Ségur de la santé, sur lequel j'ai quelques doutes, mais enfin bon. En tout cas, réunissons les acteurs de la culture pour réfléchir avec eux aux suites. Il y a déjà des gens qui inventent, hein, qui cherchent justement à construire la suite, en se disant peut-être que nous avons à apprendre de ce qui nous est arrivé. Et par exemple, on a fait un petit échange justement sur un Facebook Live là, avec quelques acteurs culturels pendant le confinement, qui évoquaient le sujet de peut-être accorder un peu plus d'importance au processus de création par rapport au produit. Et aujourd'hui, ce qu'on paye, ce qu'on finance pour beaucoup, c'est le produit. Et donc, mais derrière, il y a tout un travail, quoi. Voilà. Et ce qui est précieux, ce travail est précieux, mais c'est la manière dont la culture nous met en relation, dont elle nous bouscule, voilà, tout ça est extrêmement précieux. Et donc, peut-être que ça nous invite à réinventer aussi, effectivement, toute une architecture du service public de la culture dans notre pays. Tu veux parler de la conditionnalité des aides, effectivement, et de l'argent. Je crois que Oui. c'est intéressant d'entendre ce que tu as à dire dessus, parce que ce matin, moi, j'ai été surpris parce qu'Emmanuel Macron s'est déplacé évidemment sur un site de Sanofi, et il a encore Oui. dit qu'il allait mettre 200 millions d'euros sur la table pour financer la recherche, alors qu'on la finance
déjà quand même à un très fort taux avec le crédit d'impôt recherche. Comment demain on peut contrôler l'argent public? Parce que c'est une véritable question aujourd'hui. Bah, Sanofi, ils ont touché de mémoire 110 à 130 millions d'euros d'aide l'année dernière. Et là, ils versent 4 milliards d'euros de dividendes. Donc, l'argent du crédit impôt recherche, là, il sert directement à alimenter les actionnaires. Voilà, il n'y a pas de, il y a pas de secret, quoi. Donc, il y a beaucoup d'entreprises qui, effectivement, bénéficient d'aides publiques alors qu'elles n'en ont pas besoin. Et tout ça sert à alimenter quelques-uns et le portefeuille de quelques-uns. Donc, bon, évidemment, on peut pas, enfin, le rôle de l'État, ça peut pas être ça, quoi. Ça peut pas être ça. Et on a vu hier dans le débat que nous avons eu sur les questions de santé avant-hier soir, sur la dette sociale, que c'était pareil, y compris, il y a un doute sur le financement d'un certain nombre d'organismes privés à but lucratif, d'établissements de santé, qui pourraient bénéficier du remboursement de la dette sociale, les 136 milliards d'euros qu'on met dans cette caisse qu'on appelle la CADES et qu'on va alimenter encore pendant quelques années. Donc, il n'y a pas de volonté du pouvoir, effectivement, de mettre un frein à ça. Ils ne l'ont pas fait pendant le confinement, ils ne le font toujours pas maintenant. Donc, leur logique, elle est toujours la même. On la connaît. Effectivement, ce n'est pas acceptable qu'on ait des aides comme ça qui soient distribuées sans, sans, sans conditions finalement sérieuses, quoi. Voilà. Après, il peut y avoir des aides utiles lorsque elles permettent de consolider l'emploi, de transformer des outils de production pour être à la hauteur du défi environnemental. Bon, voilà, enfin, moi je le vois dans ma zone industrielle, dans la circonscription où je suis élu, on voit bien qu'il y a un certain nombre d'enjeux assez décisifs quand même, sur lesquels l'État doit jouer son rôle. Et moi, je plaide plutôt, et notamment pour l'industrie lourde, mais c'est pareil sans doute pour l'industrie du médicament, sur lequel on en parlera peut-être, mais on a déposé une proposition de loi il y a quelque temps sur la question du médicament, pour que l'État ne fasse pas que signer un chèque, mais qu'il s'assoie à la table, qu'il prenne des leviers dans la gestion. Parce qu'on ne peut pas se contenter comme ça d'incantations en disant aux plus fortunés et aux grandes entreprises, ouais, soyez sympas, participez, quoi. Parce qu'on a entendu ça quand même. La République, elle ne fait pas l'aumône. La République, elle établit l'égalité des droits, elle tape du poing sur la table pour financer les besoins. Elle n'attend pas qu'il y ait de généraux donateurs, quoi. C'est pas comme ça. Donc oui, oui, c'est un véritable problème, cette philosophie-là. À mon avis, il faut quand même la discuter de manière assez frontale. Il y a un autre sujet aujourd'hui qui était pas là trop pendant le confinement, même s'il y a eu quelques éléments qui ont été mis en lumière, c'est la question des manifestations sur les violences policières. Il y a eu une émotion générale à travers le monde avec ce qui s'est passé aux États-Unis, même si on ne le découvre pas, puisqu'il y a eu de nombreux cas depuis d'autres années. Euh, Est-ce que ces manifestations contre les violences policières, on peut aussi faire le lien avec celles pour plus de services publics, pour plus de justice sociale? Est-ce que c'est en fait un même mouvement de fond qui réclame une autre société? Parce qu'on voit que les manifestants qui aujourd'hui manifestent contre les violences policières sont un peu montrés du doigt, beaucoup même par la droite et l'extrême droite, en disant c'est des séparationnistes, enfin, une terminologie extrêmement agressive, alors qu'on a vu hier, par exemple, la sœur de Dama Traoré qui était au cœur du cortège parisien avec les infirmières. J'espère que tout ça, ça peut converger, ouais. Et que, enfin, je pense, je crois que ce sont des combats émancipateurs que de se battre contre le racisme, que de se battre contre enfin, pour les services publics et contre la domination de l'argent sur nos vies, quoi. Donc, oui, je pense que c'est des combats qu'il faut conjuguer. Et, et en même temps, il faut aussi prendre chaque bataille pour ce qu'elle est. C'est pas simplement un grand tout. Et je pense que, par exemple, la bataille contre le racisme, c'est une bataille décisive. Le racisme est bien présent dans nos sociétés, enfin, on le mesure. Alors, de manière différente selon les lieux où on habite. Il n'y a pas la même histoire partout, mais, euh, mais il est évident que voilà, c'est un combat majeur pour la dignité humaine, pour l'égalité des droits. Bon, et c'est le combat de toutes et de tous. Donc je crois qu'il faut entendre aussi ce qui nous est dit par celles et ceux qui vivent une discrimination du quotidien qui se développe un peu dans tous les interstices, quoi. Et on ne peut pas laisser passer ça. Donc
Alors moi, je crois que c'est un combat très, très important, bien sûr. Et, mais je crois que tout ça, ça appelle effectivement, et c'est, je pense, ce qui est induit dans ta question, ça appelle un changement profond de la société. Ça appelle une société débarrassée de toutes les dominations. Ça appelle une société qui recherche l'émancipation humaine en permanence et qui essaye de permettre à chacune, à chacun de trouver sa voie, et d'être heureux, quoi. Voilà. Donc, et ça, c'est dans la grande compétition organisée, organisée dans le monde. Bah, oui, c'est pas, pour l'instant, pas complètement à l'ordre du jour comme on le voudrait. Donc, moi, avec le philosophe Lucien Sèvres, ce qui m'inquiète, c'est toutes les logiques de décivilisation. Et donc, je pense qu'on a effectivement une sorte de défi anthropologique aussi devant nous. Enfin, je pourrais le résumer comme ça pour ne pas être trop pompeux, mais quels humains voulons-nous être? Quelle humanité voulons-nous être? Et je pense que ça nous renvoie à des questions dans tous les secteurs de l'activité humaine, de nos vies. Et ça nous renvoie de grandes questions culturelles, pour revenir au sujet précédent. C'est une grande question de culture. La culture, c'est ce qui nous permet de partager, d'être humain, quoi, et de nous dépasser, de nous rencontrer, d'imaginer. Voilà. Et il y a une panne d'imaginaire parfois aussi, peut-être, hein, dans le moment dans lequel nous sommes. Et voilà, mais je pense qu'on a effectivement besoin de culture pour partager des combats communs, pour inventer l'avenir, voilà, et pas en rester à cet état d'éternel présent dans lequel on veut nous enfermer, où le seul horizon qui nous est promis, c'est de devenir toujours plus productif, toujours plus rentable. Bon, voilà, on est enfermé, on est le hamster dans la roue dans leur histoire, quoi. Donc, je crois il faut à tout prix sortir de là. Et je pense quand même que le confinement, l'épreuve que nous avons vécue, une terrible épreuve avec bon, le drame qu'on connaît, hein, le drame humain qu'on connaît. Et on a tous des gens dans nos entourages qui ont disparu dans cette crise, et voilà, enfin, c'est terrible. Mais je me dis, peut-être il y a quand même des choses qui ont émergé à ce moment-là. Tu vois, il y a peut-être je crois qu'on s'est remis en quête. Un certain nombre de femmes et d'hommes se sont remis en quête de sens, de choses essentielles, de questionnements qui. Et moi, j'ai plutôt envie de voir ça et de me dire, il faut s'appuyer là-dessus, il faut que ça grandisse, il faut que ça pousse. Il y a des choses qui peuvent émerger, quoi. Et faut pas remballer maintenant que l'épidémie, même si on voit en Chine des choses un peu inquiétantes ressurgir avec des regains de virus. Mais faut pas remballer tout ça, quoi. Il faut pas tourner la page comme ça en disant bon, allez, c'était une parenthèse. Il faut tirer toutes les leçons de ce qui nous est arrivé de grave, et en même temps aussi s'appuyer sur, enfin, tout le positif qui a émergé. Enfin, je vois les gens qui ont applaudi au balcon. Alors certains disent oui, ils auraient mieux fait de manifester dans le temps d'avant. Bon, oui, peut-être, certes, sans doute, mais enfin, ils ont quand même applaudi, et ils se sont peut-être aussi rendus compte de l'importance que ça peut avoir d'avoir un hôpital public qui fonctionne. Et je me dis, bon, allez, voilà, faut prendre appui là-dessus, quoi. Faut construire à partir de là. Dernière question, ce sera peut-être pas la plus simple, mais il y a pendant le confinement, il y a eu beaucoup de choses qui ont émergé. Notamment, on a parlé du rassemblement de la gauche, on a vu beaucoup de tribunes, beaucoup de conférences, d'appels des uns et des autres. Est-ce qu'on va arriver à franchir le seuil qui est celui des mots pour avoir des actes? Je sais que par exemple, au municipal à Marseille, ça a débouché sur quelque chose d'extrêmement intéressant qui peut permettre de gagner la ville. Et est-ce qu'en 2022, on peut créer les conditions d'avoir pas une candidature commune, mais en tout cas d'avoir un rassemblement de la gauche? Et est-ce que c'est indispensable pour que les forces progressistes elles gagnent aujourd'hui? Oui, je pense. Je pense qu'il faut travailler à cette perspective-là. On a besoin de mettre en face d'Emmanuel Macron une vraie alternative. L'alternative, elle peut être qu'à gauche. Et ce qui lui permet de continuer à prospérer et à imposer ses choix. Alors qu'on voit bien, on l'a vu pour les retraites par exemple, que c'est pas majoritaire dans le pays, il n'y a pas de majorité populaire pour sa réforme des retraites. Ce qui lui permet ça, c'est que en face, pour l'instant, l'alternative est pas construite, quoi. Et qu'il y a une division, et il joue sur ce tapis-là.
Donc, moi, je pense qu'il y a effectivement besoin de construire des convergences. Alors, il ne s'agit pas de faire n'importe quoi, hein. Il faut vraiment un projet alternatif, il faut un projet de gauche, il faut vouloir transformer la société, il faut vouloir s'attaquer un peu aux logiques libérales et capitalistes. Si on ne porte pas cette ambition-là, ça sera compliqué de rassembler. Donc, mais c'est une construction, c'est justement ça. Donc, il faut s'y mettre. Moi, j'ai regardé plutôt positivement un certain nombre d'initiatives qui ont émergé pour essayer de faire dialoguer, quoi, hein. Ça ne clôt pas le débat, mais je pense qu'on a besoin de réfléchir à ça. Et oui, si on veut changer les choses, il faut bien se mettre dans cet état d'esprit, quoi. Donc voilà, comment passer l'étape d'après. Bon, l'obstacle de la présidentielle est quand même conséquent, parce que c'est un verrou. Enfin, on le dénonce depuis très longtemps, hein. Moi, j'ai écrit là-dessus à de nombreuses reprises. Bon, si on prend l'affaire par ce bout-là, ça ne va pas nous faciliter la vie quand même, hein. Donc, je pense que si on se disait, d'abord, qu'est-ce qu'on peut proposer aux Françaises, aux Français pour les 5 ans qui viennent? On ne sera pas d'accord sur tout, y compris sur la perspective de plus long terme. On sait très bien qu'il y a des divergences qui peuvent exister. Mais est-ce que, avec le désastre macronien, on n'est pas capable de se dire, bon ben voilà, là, on peut essayer de se mettre d'accord là-dessus, on peut essayer de tirer dans une direction en installant aussi un certain nombre de débats qui ne sont pas complètement tranchés dans la société, mais dont nous disons, ben voilà, on va construire de manière populaire les solutions dont nous avons besoin. Et puis se fixer l'objectif politique d'avoir une majorité pour ça. Je pense qu'il faudrait commencer par là, se dire, voilà, qu'est-ce qu'on peut proposer ensemble et quelle majorité on peut construire. Et ensuite, la question présidentielle, elle devrait presque être en second plan, d'une certaine façon, parce qu'on a besoin de renverser aussi l'ordre institutionnel. C'est pas possible, quoi. Enfin, on se le dit à chaque fois, mais bon, à chaque fois, on franchit un palier supplémentaire dans la domination du président de la République sur la vie politique. Enfin, là, on a été, pendant le confinement, tout le monde suspendu aux sentences d'Emmanuel Macron derrière son bureau pour nous expliquer ce qu'il avait décidé. Mais on est où, quoi? Enfin, on peut pas fonctionner comme ça, c'est pas sérieux. Donc, et ce verrou-là, ben, il exacerbe un certain nombre de difficultés que nous avons. Et donc, bon, je vois bien qu'il y a un certain nombre de velléités qui s'expriment, etc. Mais moi, je pense vraiment qu'il faudrait commencer par se dire, bon, attendez, le sujet, c'est peut-être pas celui-là. Le sujet, il est beaucoup plus profond et peut-être qu'il faut l'aborder autrement, quoi. Voilà. Je sais bien que dans le monde médiatique dans lequel nous vivons, dans le monde de la Ve République dans lequel nous vivons aussi, c'est pas toujours facile. Mais moi, je crois qu'il y a des choses possibles. Et voilà. Alors, ça n'effacera pas le passé, hein, les blessures qui demeurent, blessures profondes dans le pays aussi, hein. Moi, je n'oublie rien, quoi. Mais je pense que justement, tout ce qui nous arrive là, ça nous appelle à inventer l'avenir. Mais, merci Pierre pour ce moment que tu nous as accordé. Bon courage Merci pour les toi. batailles à venir. Et puis bon, on se retrouvera sûrement pour tout ce qui est sur le rassemblement de la gauche. Ouais, merci et merci pour le travail que tu fais. C'est précieux. Merci beaucoup. Merci.